Dear participant, dear panelists in this room or remotely, I'm delighted to open this first session, which will be very interesting, since we will address a key topic this afternoon, that is responding to the climate and societal challenges facing Mediterranean forests. So with my colleague Antonio, we will be facilitating this session and acting as rapporteur. So to this end, this afternoon, we will welcome 11 panelists around the 3 roundtables to provide answer to the following questions: climate and societal challenges, driver for innovation. For the second roundtable, we will address education towards new skills and the craft of tomorrow. And for the last roundtable, we will be asking how we can optimize cooperation to better meet the challenges we face, with the roundtable entitled "Cooperation Makes Strength." So for each roundtable, we will start with presentation, following by a time of exchanges and discussion with the participant present in the room and maybe with the online participant. We will see. So for this first roundtable of the afternoon, devoted to the question, are climate and societal challenges driving innovation, we welcome 3 panelists, all experts in their fields, Mr. Mohamed Tarouni, Mrs. Christine Farsi, and Mrs. George Fakotakis. So many thanks to you for your participation to this panel. So we will start with Mr. Tarouni. Dr. Mohamed Tarouni, you are a researcher in biological sciences, currently an associate professor in the Arid Region Institute. You work on arid rangeland management under various use and climate conditions. The result of your research is applicable and valued in the framework of convention between ERA and several national developed organizations. So today you are going to tell us about technical adaptation used by local population to reduce the effect of climate change. I will say no more, so the floor is yours. Thank you. First of all, I would like to thank organizer for inviting me and hosting me. For my presentation, I will begin by okay. In this presentation, I will talk about the difference between local climate condition and climatic change. It's a small difference between these 2 terms, and it's so difficult to distinguish between them. And after this, I will talk about the impact of climate change on rangelands. After this, I will cite the famous adaptation, the famous ancestral adaptation, and the new one. And I will finish by some recommendation. Why? For the climatic change, it's very difficult, as I said, to distinguish between the local climate condition and the climatic change. And the only way that we will study these changes are, in my sense, are to test scenario according to some models. The impact of these climatic change are, to understand these climatic change, there are many causes like greenhouse gases, human contribution, and natural one. The effect of these change are mainly the extreme weather event, snow ice diminishing, sea level rising, etc. And the solution will be taken in point of view political, renewable source of energy, and green building.
the climatic change will affect the rangeland ecosystem in many topics like water, by increasing water scarcity, and feed also by increasing the feed prices and changes in rangeland land uses. Biodiversity with accelerating the losses of genetic resource. And for the space of rangeland, mainly these changes will affect the primary productivity and the species composition. For the livestock, it's about increasing disease, heat stress, and decrease in animal production. Ancestral adaptation to climatic conditions are mainly marked by the transhumans, where is based in a system that we call follow the rain. The people are moving from one side to another according to the rain pattern, and they stock their elements in some building that we call ksur. And these buildings are continuously guarded. The second adaptation is cultivation in oasis. In oasis, this cultivation system is based on 3 levels of plants. We found in the first one the palm trees. After this, we found some other trees like olive, like granite, etc. And for the last one, we found some culture maraschal. These oases create like a kind of microclimate to reduce the sun effect on these different cultivation. And these different plantations are irrigated with the same irrigation water. The third technique of our ancestor is to create a kind of water conservation technique like Jesur, or it's a kind of dam that stock water, the rainfall water. And look to the central photo is my own olives in 2017. Also, another technique is to use lowlands for plantation and cultivation. These lowlands are collecting rainfall water, and the cultivation condition will be more good than the surrounding area. For the actual adaptation, according to the big rangeland degradation as shown in the left photo, pastoralists are adapted to move their animal for the inaccessible area or area without watering pond, using mobile water tanks like shown in the photo of the middle. And these tanks are moved with herds to exploit more rangelands. Also, they used mechanical way to move their animal from one side to another to exploit more rangelands. Other techniques is water and soil fixation by using palm leaves to stop wind erosion. Another adaptation technique is to create some fencing area. We call it this rangeland management. And these areas are created in accordance with the user to ameliorate the rangeland condition and permit to vegetation to produce seeds, and these seeds will be spread in the surrounding area.
In southern Tunisia, we create many fencing area, and the owner of this area are receive like a compliment from the states like Burley or Heats to permit to protect their lands. Also, we use diversified animal feeding resource, like feeding come from the northern part of our country, and also the use of some byproducts to produce animal feedings, agriculture byproducts. Concerning water, the actual adaptation is mainly based to use treated water to irrigate, we call this grease, to irrigate olives. Also, we develop some technique to recharge the underground water. And also, the actual irrigation technique is based on technique that conserve water. And now we talk about also smart or soil agriculture using conservative irrigation techniques and or soil cultivation. For recommendation, on the policy way, it's important to develop insurance institution first to extreme climate events. For the societal is consolidation of small-scale agriculture, family farming in terms of access to market mainly. And for the technique is to enhance water and soil conservation, desalination of water and runoff trapping, valorization of agriculture byproducts for feeding and compost, etc. Choice of the best adapted species for breeds, and think to renewable energies. And thank you. Thank you very much, Mr. Tarouni, for this presentation, which illustrates that some of the innovative solutions are certainly to be found in practices that are already familiar by the local population. So thank you very much. We will come back to this subject in the roundtable debate. Sans plus tarder, j'accueille Madame Christine Farcy, qui est ingénieur forestier, docteur en sciences agricoles, professeur à l'Université de Louvain, expert international sur la forêt auprès de l'Union européenne et membre de l'Académie d'agriculture de France. Donc, voilà, Christine, la parole est à vous. Oui, mais je ferai après. Just before starting, I have a message. J'ai un message de la part de Ala et Yasmine. Merci aux panélistes d'envoyer leur présentation, mais principalement la dernière slide de recommandation à Yasmine et Ala, dès que possible. Voilà, si possible maintenant ou voilà, en tout cas avant la fin de journée. Merci. Oui? Ah, OK. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'être avec vous cet après-midi. Donc, en fait, on aura 10 petites minutes pour essayer d'évoquer la question de l'amélioration du dialogue avec, entre la forêt, les forestiers en général et la société. Et en guise d'introduction, je voulais vous mentionner cet événement, ces chiffres. Donc, en 2021, la Commission européenne a lancé une consultation du grand public autour d'une future initiative qui est depuis lors adoptée, mais centrée sur la lutte contre la déforestation. Cette consultation a mobilisé 1 200 000 personnes. C'est le top 2 dans l'histoire des consultations du public, tous sujets confondus. Tout ça pour
rappeler peut-être à quel point aujourd'hui la forêt, elle est politique, elle est importante et elle est précieuse. Alors en fait, pour évoquer le dialogue forêt-société, on peut peut-être évoquer d'abord les difficultés. Ici, c'était à l'occasion d'une intervention que j'ai faite pour les CNPF, donc les collègues qui soutiennent les propriétaires privés en France. Il y avait environ 400 personnes à Avignon en 2022. On leur a demandé au public, qu'évoque pour vous, en quelques mots, votre relation avec la société. Et voilà ce qu'on trouve, donc méconnaissance, incompréhension, ignorance, difficile, compliqué, conflit. Alors en fait, nous à l'Université de Louvain, et je m'adresse à vous plutôt avec cette casquette-là, on a un projet pour essayer de comprendre ce qui se passe quand des gens s'expriment contre la coupe d'arbres. On a de plus en plus de manifestations dans nos pays, de gens qui ne veulent plus qu'on coupe d'arbres, qui disent « mais quand on coupe un arbre, ça me fait mal au ventre ». On essaie de comprendre ça. Il y en a qui disent d'ailleurs que la gestion durable des forêts, c'est une licence pour tuer des arbres. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a le forestier qui très souvent nous dit « oh mais restez calme, pas de panique, laissez faire le forestier ». On se rend compte que c'est pas si simple que ça parce que dans le même temps, cette même société, elle n'a jamais autant aimé le bois qu'aujourd'hui. Donc, on est au cœur de ces contradictions complexes. Alors, la première question qu'on peut se poser, et c'est souvent ce qu'on entend, on dit « ah, mais les gens, ils n'y connaissent rien ». Est-ce que c'est donc une question de méconnaissance, de manque de connaissance? Alors, je vous ai montré ici un tableau qui illustre que c'est vrai, on verra par la suite que c'est vrai qu'en partie. Donc ça, c'est l'Eurobaromètre, donc c'est des études menées par la Commission européenne sur l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Il y en a 28 000, c'est quand même beaucoup. Et on demande, comparé à il y a 10 ans, pensez-vous que la superficie couverte par les forêts a augmenté, est restée la même ou a diminué? On leur pose aussi la question pour leur pays, mais ici, c'est pour l'ensemble de l'Union européenne. Et vous verrez que la plus grande majorité disent qu'elle n'a pas augmenté, alors qu'en fait, Eurostat, pour la même période, chiffre à l'appui, nous explique que la superficie forestière de l'Union européenne a augmenté de 10% depuis 1990. Donc ici, je vous ai mis les pays méditerranéens concernés par cette étude, mais ça concerne la Finlande, la Suède, et en fait, il n'y a pas tant que ça de différence entre les pays. Donc, si on est d'accord pour dire qu'effectivement, les questions forestières, elles sont complexes et on le sait tous, pour la société, on le verra par la suite, qui s'informe majoritairement par les médias, comprendre les choses, c'est complexe, mais il n'y a pas que ça. Quelle est la place pour la symbolique et l'imaginaire? Ici, je vais donner un exemple pour la société qu'on appelle occidentale. On a vu ce matin qu'il y avait d'autres imaginaires ou symboliques dans d'autres régions, en particulier dans le nord de la Méditerranée. Mais ici, je vous ai évoqué avec vous ces travaux de Robert Harrison dans les années 90, qui est un professeur de littérature à Stanford, et il a travaillé sur ce que représente la forêt dans les pays occidentaux. Et en fait, ce qu'il dit, c'est dans sa thèse, c'est qu'il dit que l'humanité, elle est sortie de la forêt. Donc, le premier village, en fait, c'était une clairière dans la forêt. Une ville, c'est une clairière plus grande. Et avec l'urbanisation, en fait, c'est comme si on perdait le souvenir de cette limite. Et du coup, quand les gens se manifestent, enfin, dans sa thèse, contre la déforestation, c'est moins pour un petit animal ou pour une petite plante que pour une espèce de peur viscérale de perdre l'accès à la mémoire collective de l'humanité. Quelle place pour l'éthique? Je vous ai mis ici donc des images de mammifères qui ont chacun un statut différent. Il y en a qu'on mange, il y en a qu'on ne mange pas, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on veut éradiquer, il y en a qu'on protège. Ce sont tous des mammifères. Et derrière, en fait, il y a souvent une vision éthique de la relation entre l'homme et la nature. Et j'en ai ici identifié les trois principales dans notre monde qu'on appelle dans l'ontologie naturaliste. C'est l'anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on considère que la nature, elle est là au bénéfice de l'homme. Biocentrique, bien ça c'est l'image du petit koala dans les incendies en Australie. Il faut que chaque individu koala, chaque vie a une valeur intrinsèque, donc il faut qu'on puisse sauver chaque petit koala. Et l'écocentrisme, ce sont plutôt ceux qui considèrent que ce qui est important, c'est l'espèce koala, en gros, c'est-à-dire le fonctionnement des écosystèmes. En fait, chacun dans la salle, on a sans doute une vision, parfois un petit peu avec des recouvrements,
Mais ce sont des choses qui sont très peu évoquées et qui sont pourtant celles qui souvent priment dans le cadre de la prise de décision au niveau individuel ou collectif. Et puis, quelle place pour l'émotion? Quelle place pour l'émotion quand la forêt représente la connexion avec le ciel ou avec le sacré? Quand la forêt représente ce qui n'est pas la civilisation, on a des études vraiment qui le montrent, les gens ils vont en forêt pour ne plus être en ville, pour être loin des hommes, hors de la civilisation. Et ce qu'on observe aussi, c'est que la forêt, elle représente comme le miroir inverse de nos vies frénétiques incertaines avec ces arbres qui restent à la même place pendant des siècles parfois. Donc, en fait, les représentations sociales de la forêt, c'est le concept qu'on étudie, nous, c'est-à-dire l'ensemble de connaissances que peut avoir un groupe social et qu'il partage et qui est construit socialement. Donc, ils ont des différentes dimensions qui interagissent. J'en ai évoqué quelques-unes, cognitives, symboliques, éthiques, émotionnelles. Elles sont influencées par les pratiques de la forêt, mais on est dans un monde urbain et tertiaire. Elles sont transmises par la culture, la tradition, l'éducation, mais surtout aujourd'hui par la communication. Et d'autres études d'Eurostat montrent qu'en fait, les gens dans l'Union européenne, leur connaissance sur l'environnement, mais sur la forêt en particulier, elle vient pratiquement à plus de 90% des médias, au sens large. Pas seulement les médias, mais ça peut être aussi le cinéma, les jeux vidéo, on pourrait éventuellement évoquer ça aussi après. Du coup, en termes de recommandations, ce qu'on observe quand même souvent, c'est que le secteur, il a du mal à dialoguer, le secteur forestier, et ce qu'il dit en permanence, qu'il doit mieux communiquer. Le secteur, il doit mieux communiquer, mais ce qu'il a à l'esprit, c'est une communication stratégique qui va s'appuyer sur des messages simples, qui va jouer sur les émotions et qui va tenter de convaincre. Et dans le contexte en particulier émotionnel que je viens d'évoquer, ce sont des approches qui sont absolument contre-productives, qui sont largement inefficaces. Alors, aborder un dialogue constructif avec la société, se lancer là-dedans, on pourrait en parler longtemps, mais j'essaie de brosser quelques éléments. Le premier, c'est vraiment prendre acte de la puissance symbolique associée à la forêt et aux arbres dans nos sociétés, en particulier dans le contexte actuel de crise qui se succèdent. Le deuxième aussi, c'est prendre acte de la pluralité des positionnements éthiques. On ne peut pas considérer dans un monde démocratique qu'un positionnement éthique prévaut sur un autre. Et il faut contribuer aussi à les rendre plus explicites pour qu'on comprenne mieux comment les gens se positionnent. Et puis, face à l'expression des émotions, au lieu de la posture très défensive que j'observe souvent, que ce soit dans différents cénacles, y compris dans les instances plus politiques, c'est privilégier une posture non défensive, une forme de force tranquille, parce qu'en fait, la rationalité et l'émotion, ça va pas ensemble. La position dominante de sachant par rapport à des réactions émotionnelles, ça marche pas du tout non plus. Et puis surtout aussi, plutôt que de vouloir convaincre, c'est essayer de contribuer à enrichir la grille de lecture que les gens ont entre les événements extérieurs et ce qu'ils ressentent profondément. C'est ça qu'on peut essayer de faire de façon indirecte, en suscitant le doute aussi, par exemple. Voilà. C'est bon? OK, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci Christine pour cette présentation extrêmement intéressante parce que ça ouvre un sujet, je dirais, très nouveau finalement, qu'on traite enfin. Donc, je trouve ça extrêmement passionnant et innovant. Si on savait déjà que les forestiers n'étaient pas forcément les meilleurs communicants, je le dis d'autant plus facilement que j'en suis, et que des progrès sont à faire, c'est sûr que effectivement, il semble acquis que la tentative de convaincre par la rationalité n'est peut-être pas forcément la bonne. En tout cas, nous aurons certainement l'occasion d'en rediscuter ensuite. Alors, j'appelle maintenant Monsieur Georges Fakotakis. OK. In English? Yes. Okay. So thank you, Georges Fakotakis, to be here today for this final presentation. You are an economist, currently a PhD candidate in multi-criteria methodology for the dynamic development of tourist areas, and you have participated in several European research projects. Today, you are going to tell us about the Samaria National Park. Yes.
and the innovative strategy to put in place in this protect area. So the floor is yours. Thank you. Thank you all for being here. We'll talk about the Samaria National Park and the visitation that it attracts and the elements that affect the satisfaction of the visitors. This is the research team. We ran the research about the visitors of the Samaria National Park for around 12 years now. It's coordinated by Dr. Baurakis from MAIH, Professors Zopounidis and Grigoroudis from the Technical University of Crete. And in this presentation, we'll talk about the more recent data from the previous tourist season of 2022. Some information about the park first. The park is an area around the Samaria Gorge. The area was inhabited since the ancient times, and we have human activity evidence about that. And up to 1962, that the park was formed, the area had permanent visitors. Of course, after the park was formed, the visitors were relocated so the area can be protected and not affected by human activity. During the year after the establishment of the park, it has earned various international distinctions. It's a Natura 2000 site, it's recognized by UNESCO and other awards. We can see also that it's a very popular attraction for visitors. The visitation has been monitored since 1981. Before that, we don't have data about the number of visitors. Since 1981, we can see that every year, usually it's more than 150,000 visitors come to the park. We have to note also that the park is open only from May to October, because it's affected by the winter. The river that passes through the park makes the walking through it impossible. So we get more than 150,000 visitors, like only for the summertime every year. Of course, we see fluctuations on the number, but the average is like that. We also see a big number of businesses that operate around the park, and especially in the village of Aggeru Meli, only when the park is open. So that is another indication that basically the visitors of the park are what gives business to these operations, which contributes to the local economy a lot. We also have registered that a number of the visitors, around 15% of the visitors of the park, come to Crete only because the park is here. If it was not here, or if they didn't know about it, they would go somewhere else. So that made us to be interested about the visitation there and to want to carry out this research. Here we see the number of visitors during the last 5 years. As it was obvious, 2020 and 2021, the visitors were a lot less because of the pandemic. Especially during 2020, there was even doubt whether the park would operate because of the needed protocols and safety issues that had to be solved. Despite that fact, the park opened and we got 56,000 visitors, even though the duration was like considerably less than normal years. 2021, things were better and the visitors were more. And last year, we reached and surpassed the levels of visitors that were coming to the park before the pandemic. So we are interested about
the satisfaction of the customer, of the visitor here. Why we're interested? Because it's a key element of the behavior of the customer, and it affects the image of the product or the park here. We wanted to understand exactly, first to measure the satisfaction and then understand what affects the satisfaction. In order to do that, we utilize the multi-criteria method, which is MUSA, and they will give you some information about it here. MUSA was developed in the Technical University of Crete, and it's a multi-criteria method that connects the total satisfaction with the individual satisfactions of selected criteria. The results give us a number for satisfaction and a number for the weight of how important that criteria is and how it affects the total satisfaction. It also gives us an action diagram that I will analyze in a bit. That is basically like a SWOT analysis and give us the strong and weak points of the destination, the product, the park here. These are the criteria that we used for this analysis. In order to select the criteria, we had to first check the available literature, but also cooperate with the managers of the park. Because it's a special area, the things that the visitors can do in the park, and also the things that can be changed or affected in the park are limited. We had to choose some things that make sense. That's why it was kind of a tough thing to select the criteria. But in any case, these are the 9 criteria: signs along the path, safety that the visitors feel, the available time, the landscape, the presence of employees, the local businesses around the park, the resting areas, the entrance fee, and the guides. The action diagram puts the criteria in 4 areas on it. The first area is the status quo, which is the criteria that have low satisfaction but low importance as well. These are not very important right now, but can potentially be a problem in the future, so we need to kind of keep them in mind. The leverage opportunities are the criteria that have high importance and high satisfaction, which can be considered as the competitive advantage of the area. The transfer resources area is are the criteria that are high satisfaction but low importance. So we see that, okay, people are satisfied with them, but they are not that important. So we can put more effort into something else. And the action opportunity are the criteria that are of high importance, but of relatively lower satisfaction. Let's go to the results now. These are the results that the MUSA method gave us. We see the total satisfaction on top, which is around 84%, and the individual satisfactions and the weights for each of the criteria. We see, for example, that the most important criteria are the resting areas, followed by the available time in the park and the landscape. The results also showed us some information about the profile of the visitor. Usually, most of them are have at least a high bachelor's degree. They are well educated. They are relatively young because they need to work
a considerable distance in the park to cross all of it. And the males and females, they are more or less equal. They use a bus service to reach the park. And as I already mentioned, the most important criteria that affect the satisfaction this year, I emphasize this year because that is the thing that can change between years, depending on the circumstances, are the resting area, the available time, and the landscape. Here we see the action diagram. The leverage opportunity, on that area, we see the resting areas and the landscape. These are the things that the visitors are more satisfied with, and they are also very important for them. Underneath that, we see the action opportunity, since again, we show that the available time is very important for the visitors. It affects their satisfaction a lot, but we see that there are things that can be done there. We mention the available time a lot because the park is not open 24/7. Since it needs to be protected, visitors can enter only from around 7 a.m. and they need to exit by 5:36. So they don't have as much time as they want. This is interesting because we see that only this year. Previous years, that the satisfaction about the available time was relatively more. And the hypothesis that is made here is that because in 2022, we had a lot more visitors than the previous time. Some of them got in late or they encountered crowdiness during the path, so that affected them as they evaluated this criteria. So the data can show us what we can do to improve the satisfaction. One thing is to find a way to give them more time or to make them feel less crowded so they will enjoy the time that they have. And another thing that can affect the satisfaction is the location of the resting areas. The landscape, we cannot affect it. The resting areas, we can situate them in a place that they enjoy the landscape more than in other areas. And of course, as long as we improve the satisfaction, even though the satisfaction is already good, we can have even more visitors, which will contribute to the local economy even more, because the visitors that are satisfied every year, they suggest to friends and relatives to come, or even they come again next years. That's it, more or less. Thank you for your attention. Thank you for this interesting presentation, which illustrates how the hotspot that attracts 1,000 visitors every tourist season enables to understand the characteristics that influence the visitor satisfaction. So thank you so much. So I open the floor for questions for this after these three presentations. Merci beaucoup à les trois interventions, je trouve étaient très intéressantes. Et j'ai une question pour Madame Farsi, parce que voilà, j'ai trouvé très intéressant et je voudrais rebondir sur vous avec une question, parce que j'ai entendu une réflexion sur le même sujet dans un colloque qu'il y avait à l'INRAE. Et voilà, ils ont présenté cette, disons, manque de compréhension entre forestiers et la société ou des groupes écologistes.
Et avec une lecture juridique qui est un petit peu peut-être complémentaire à celle que vous avez faite, en disant qu'aujourd'hui, on assistait à une mise en cause du concept même du droit de propriété, ou de quelques éléments du droit de propriété, et qu'aujourd'hui, la société réclamait d'avoir une partie de cette propriété de forêt. Je ne sais pas si vous pouvez rebondir sur ça. Merci. Effectivement, ça va en particulier en France, pas nécessairement chez nous, mais je vois que Monsieur opine, peut-être que lui peut donner des informations complémentaires, mais effectivement, dans certains cas de figure, ça va jusque-là, oui. Oui, tout à fait. Alors, justement, c'est un sujet d'actualité parce que il y a une loi qui est passée en France récemment qui n'avait pas ce but-là précis, mais qui avait pour but de supprimer les engrillagements. On avait trop d'engrillagements, etc. Donc, obstacle à la circulation de la faune, etc. Donc, on ne peut plus faire de clôture empêchant le passage des mammifères, etc. Et les clôtures qui ont moins de 30 ans doivent, en théorie, être démontées. Bon. Mais en échange de ça, la loi prévoit que maintenant, si dans des propriétés privées, on a bien indiqué que c'était des propriétés privées, le fait de rentrer sans qu'il y ait de clôture, puisqu'avant les clôtures servaient à empêcher ça, constitue une infraction pénale qui peut être réprimée. Bon. Alors, il y a un cas qui a immédiatement surgi en Chartreuse, si ma mémoire est bonne. Il y a une personne qui possède là plusieurs centaines d'hectares et qui a mis les panneaux. Un certain nombre de gens ont découvert que c'est un paysage très beau, que je ne connais pas, mais paraît-il très beau, qui se balade là régulièrement, qui n'avait pas conscience, parce que c'est imbriqué entre un territoire communal et un territoire privé et un territoire domanial, qui n'avait pas conscience du fait et qui protestent contre ça en disant qu'ils veulent récupérer un droit d'accès normal à la nature, sans voir qu'il y a aussi des coûts d'entretien et que cette personne que je ne connais pas, mais finance ces coûts d'entretien par une exploitation sylvicole et aussi par des locations de chasse aux chamois, etc. Et donc, on a un dialogue de sourds qui est, le propriétaire est justifié juridiquement de faire ça, mais ça n'est pas du tout accepté par la société. Merci. Merci. Je veux parler un petit peu du lien entre les parcs nationaux et les incendies de forêt. Comme vous le savez, le premier parc national créé dans le monde est celui du Yellowstone, mais son histoire est bien avant. C'est lors d'une visite d'un chantier d'exploitation dans la Silicon Valley, des séquoias géants par Abraham Lincoln, qu'il a décidé d'interdire l'exploitation, qui est venue l'idée de créer des parcs nationaux beaucoup plus tard. Ce n'est pas la Silicon Valley qui a été créée le premier, mais c'est le Yellowstone. Alors, la Silicon Valley a été créée un peu plus tard, et il y a 3 ou 4 ans, elle a été touchée par des incendies, d'ailleurs qui ont fait des dégâts sur l'espèce. Mais la conservation des espèces va plus loin que ça. D'après une publication américaine, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais elle s'appelle Hamma Grazing System en Syrie. Le prophète Abraham, pour le pâturage de ses troupeaux, il y a 3000 ans ou plus peut-être, a réservé des prairies pour le pâturage de ses chevaux. Alors, le parc national, le premier créé en France, c'est celui de la Vanoise, avec des signes, avec un relief grandiose. Il a plus de 100 sites dont l'altitude dépasse 3000 mètres d'altitude. Il faut rappeler aussi que la France a créé les parcs nationaux en Algérie en 1923, j'ai dit, le premier. Elle a créé 13 parcs nationaux, bien avant qu'ils ne soient créés en France, mais en métropole. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup aux 3 présentateurs, c'était très enrichissant. Moi, j'ai une question à M. Tarhouni concernant l'adaptation au changement climatique dans les milieux arides. S'il y a eu, je sais qu'il y a quelques années, on avait organisé avec l'IRA de Mednine un colloque sur les plantes aromatiques et médicinales. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant ces quelques jours, mais c'est un secteur qui est très promoteur. Je pense que dans ces zones arides, la promotion et la culture des plantes aromatiques médicinales en temps
que culture adaptée au changement climatique pourrait donner plus avec moins d'eau. Donc ça, c'est parmi les crops qui peuvent être proposés. La question de la perception de la forêt, je ne sais pas, on était dans une des semaines forestières méditerranéennes et quelqu'un qui venait des États-Unis d'une association, il s'est avéré que quelqu'un avait dit que le liège, quand il est exploité, les arbres sont coupés aux États-Unis. Il y avait une marque de souliers qui utilisait ce liège. Et donc, aux États-Unis, les gens n'achetaient plus cette marque. Il a fallu créer une ONG qui parle et qui dit que ça vient, le liège ne parvient pas du massacre des arbres de chêne-liège, mais par contre, c'est le démasclage et toute une procédure. Donc, vous voyez un peu la perception et l'opinion publique et ce qui crée la nécessité de ce lien entre le public et le milieu forestier. Je pense qu'on avait échoué à un certain moment de montrer ça. Les réserves naturelles en sont la preuve, c'est le nombre de visiteurs ou comment gérer cette question. Mais je pense qu'il y a tout un travail à faire. Et merci beaucoup pour faire le highlight sur ces deux aspects. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Nabil. C'est vrai que là, ça rejoint 2 points que j'identifie autour de ça. C'est bien communiquer sur le contenu de l'information. Voilà. Ben, qu'est-ce que c'est qu'une subérée? Comment on l'exploite, par exemple? Et puis comment communiquer? Donc peut-être là, ça renvoie toujours aux soft skills dont on parle beaucoup. Ouais. Comment peut-on mieux communiquer, en fait, voilà, être moins peut-être dans l'émotion mais comprendre aussi l'émotion de l'autre et puis voilà, transmettre. Oui, je me permets d'ajouter aussi qu'il faudrait aussi bien préciser à qui est-ce qu'il faut communiquer parce que la communauté forestière, c'est petit peut-être et c'est difficile de se faire écouter. Peut-être il faut cibler des gens qui ont une influence ou des grands moyens de communication pour établir de bons dialogues avec eux pour qu'ils comprennent mieux, on se comprend entre nous. Et faire des messages qui puissent arriver à toute la population. C'est moi qui ai le micro, je vais poser la question. La question à Christine. Donc, c'est toujours à propos de cette histoire de communication. En fait, j'ai l'impression et je le sens qu'il y a une sorte de décalage toujours entre la recherche scientifique, d'un truc établi, qu'est-ce qui est le mieux à faire maintenant dans ces conditions pour cette forêt, le temps que ça passe, que ça sorte de la communauté scientifique, que ça soit accepté, que ça soit communiqué, que ça arrive au commun des mortels. Et entre tout ça, il y a les ONG quelque part. Et donc, ce décalage qui, en fait, notre science est en train de bouger. Au début, c'était un management pour quelque chose. Maintenant, c'est closer to nature. Après, ça sera autre chose. Mais à chaque fois, il y a ce décalage qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on représente qu'on est en train de couper un arbre pour une circular bioeconomy ou autre, on va avoir toutes les ONG sur notre dos. On a du mal, même sur des réseaux sociaux, à faire passer ça. Donc, c'est toujours le message planter un arbre entre les mains, etc. Mais couper un arbre pour en faire un bâtiment, etc., c'est toujours des commentaires négatifs. Donc, est-ce que les médias sociaux vont jouer pour ou contre ce raccourcissement de décalage de l'information entre la science et la population? C'est un sujet super vaste, on aurait besoin de beaucoup de temps pour l'aborder. Moi, je pense qu'on ne peut pas réagir sur des initiatives ponctuelles. Ce qu'il faut, c'est le penser de façon plus stratégique, je pense, en fonction des contextes. Et je voudrais peut-être juste partager un tout nouveau projet qu'on a et sur lequel on va réfléchir la semaine prochaine, c'est de créer un jeu vidéo sur les forêts. Mais un vrai jeu vidéo avec les studios de développement de jeux vidéo qui seraient dédiés à une certaine tranche d'âge et qui leur permettrait d'avoir une pratique de la forêt, mais surtout de découvrir tous les différents mondes qui cohabitent. Des choses, peut-être qu'il faut essayer des choses aussi de ce style-là, mais dans le cadre d'une stratégie plus globale et pas au coup par coup. Donc, répondre à ça, c'est impossible à faire comme ça. Il faut voir le contexte et puis il faut le penser, je pense, de façon plus stratégique et avec des gens nouveaux qui ne sont pas dans notre entourage habituel. Et donc, oui, juste pour vous dire, ce jeu vidéo, par exemple, on va le faire avec un anthropologue dont c'est le sujet de recherche. Il a travaillé sur les peuples premiers au Canada et maintenant, il étudie le monde d'aujourd'hui
avec 15 000 heures d'un jeu vidéo et il fait se rencontrer des gens qui se sont mariés dans le jeu vidéo. Bref, il analyse et il étudie d'un point de vue d'anthropologue le monde d'aujourd'hui via les jeux vidéo et Dieu sait si c'est un secteur important et peut-être que par là on peut avancer. Je vous en parle parce que c'est le projet qu'on a dans le carton, mais il y en a d'autres. Concerning the question about the aromatic and medicinal plants, you know that since 4 years we suffer from extreme drought in southern Tunisia. And it is not possible to cultivate such kind of plants, but we developed some experience in Oasis to exploit the drainage water and because this water is jeté. We developed some small experience to exploit this water by aromatic and forage plants. Moi, je veux réagir par rapport à ce que Christine et Magda ont dit et partager avec vous quelque chose que nous avons vécu il y a 10 jours. Il y a 10 jours, nous avons organisé la 10e édition du symposium de l'UMA. C'est un symposium interdisciplinaire dans lequel on choisit une thématique, un binôme, une dialectique entre un binôme de concepts dans l'apparence opposée, et on fait interagir les chercheurs et les enseignants et les étudiants avec la société civile dans tous les établissements de notre université. C'est vraiment interdisciplinaire. Et à la marge de ce symposium, cette édition, nous avons lancé un appel à concours de court-métrage destiné aux étudiants des établissements universitaires tunisiens, toutes disciplines confondues aussi, par rapport à des courts-métrages sur la thématique jeunesse et transformation. Premièrement, on était étonnés de voir qu'aucun des courts-métrages en compétition ne traitait de la transformation digitale comme transformation. Ça veut dire que les technologies de l'information et de la communication ne sont pas considérées comme transformation pour cette jeunesse. Deuxième chose, par rapport à cette catégorie d'acteurs auxquels on a affaire dans tous les espaces forestiers, mais aussi dans le développement, je me demande sur la dimension ou la mesure dans laquelle ces acteurs ou ces individus sont émancipés. Ils n'ont pas besoin de médiation, de structures, d'associations, de porte-parole, de représentants pour exprimer ce qu'ils ont à dire et voire même, je ne suis pas sûre de la limite qu'ils font entre l'espace réel et l'espace virtuel, voire même la limite entre passer à l'action pour être justicier soi-même. Et donc, ce sont vraiment des technologies disruptives qui sont en train de changer profondément le rapport des individus à l'espace, le rapport des individus les uns aux autres, à l'autorité. Et je crois qu'on ne fera pas l'économie d'organiser des sessions pour essayer de voir auprès des gens qui travaillent sur ça quels sont les résultats de la recherche et quelles sont les observations. Parce que le monde autour de nous est en train de changer, profondément changer. Et puis, pour la jeunesse, les technologies, ce n'est pas une transformation, ils y sont, ils sont dedans. The presentations were very interesting, and very especially, of course, this the one of Christine Farsi on the imaginary of forest is really an issue that cannot be exhausted in such a short time. I would just, taking advantage that we are here in an institute that has a broader mandate where forest is a part, but there are other parts. And even we have a specialist in health, public health policies. I think if we just, because this is very much discussed about foresters and so on, and we say, well, if this would be just a forest issue, well, it's an issue of the proud of foresters and so on, but it's for the overall society, except the spatial effect, neglectable.
But this is not a forest issue. Go to agriculture. Just to agriculture. The pressure against irrigation, which of course affected my country very especially because it's the most irrigating country in Europe, in agriculture, but not only irrigation. Think about the issue of veganism against any scientific information regarding nutrition. Doesn't say that there are some cultures that eat too much meat. That's obvious. And red meat has certain limitations. But humans need animal protein, be insects or be fish, but they need it. And if you analyze it, the only thing, COVID was a big shake. Eventually, in some areas, even positive. But just before COVID, the amount of people that were defending everything that against the normal medicine, or the standard medicine, against vaccination, there were big problems of public health regarding these young people through young mothers and fathers through social media, against vaccination, creating new problems and so on. And when I see this dimension, and most likely we would look at other sectors, it would be as well. Then I think we have an ethical political problem. We try to get friends and so on. I mean, it's about democracy. If we lost rationality, we lost enlightenment and we lost democracy because the extremes will come from one side or the other. What did Trump do? Just emotion. So it will come from the far left, from the far right, from the extreme greens, and democracy will wash away if not rational, but just the feelings stream. So I think there is an issue of enlightenment discussion here and has very lots to do to the weakening of social science education from our young people that practically are compared to the generation of Zhe Li and all those are really practically illiterate. They hardly have any knowledge about philosophy, about history, and they are very vulnerable. So we have to take a caution regarding what is happening in other areas. And if it is a general malad, then we have a bigger problem that requires eventually more harsh key. It doesn't say that we are polite with the hand. You can be very polite, but strong. The diplomats are used to do it. But I think the problem is by far broader, but normally we only see our sector and we don't see that it is replicating in other areas. Oui, juste avant la prochaine intervention. Oui, merci Eduardo pour cette intervention. C'est vrai qu'il faut qu'on pense aussi large. Je pense que la difficulté du dialogue forêt-société, on peut l'appliquer effectivement à bien d'autres domaines. Bon, il se trouve qu'on est dans un colloque sur la forêt, donc, mais en tout cas, c'est sûr que oui. Mais, oui, pour aller dans le même sens et peut-être prolonger, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous disiez qu'il ne s'agit pas de convaincre. Et donc, on est au-delà de la rationalité. Et donc, chercher à convaincre, c'est déjà se poser en position de défensive. Et le problème n'est sans doute pas là. Et donc, il ne faudrait pas que le secteur forestier se sente en mission de convaincre, puisque c'est sans doute ni le problème ni la solution. Par contre, comprendre de quoi est l'expression. Et l'expression, enfin ça c'est complètement personnel, c'est qu'il y a un désir d'une génération qui arrive de changement profond. Et la forêt est peut-être un secteur où il y a des transitions possibles. Parce que la forêt, elle a tout ce que vous représentez, enfin tout ce que vous avez dit comme imaginaire, mais aussi peut-être que c'est ressenti comme un espace où il y a des possibilités de changement. Et donc, est-ce que si la responsabilité du monde forestier n'est pas de jouer ce rôle-là, non pas de jouer dans une contradiction, mais voilà, que la forêt peut être cet espace de changement social, environnemental et tout ce qu'on veut, et de jouer ce rôle. Et si elle s'affiche comme ça, je pense qu'elle sera plus facilement accompagnée par la société.
Et dernière question, s'il vous plaît, parce qu'on doit passer à la prochaine session. Merci. En fait, c'est seulement un commentaire à ce que Eduardo vient de dire, un peu parce que j'ai réfléchi pas mal sur ce sujet dernièrement. Et ce que je vois, c'est que peut-être qu'il n'y a pas un manque de rationalité dans les, ou peut-être d'une certaine façon, oui, mais je crois qu'il y a aussi un composant important de méfiance et envers les gestionnaires privés, parce qu'on sait qu'ils cherchent un profit. S'il n'avait pas de loi et le prix était correct, il défrichera tout, il fera la coupe rase. Et je veux dire, dans la conception, et on le voit, moi je suis voisin à Galicia, je le vois, ils arrivent, boum, ils détruisent tout. Tout le monde s'en fiche de la nature, de la biodiversité. Moi, quand je rentre chez moi, il y a un signe qui dit Natura 2000 là, dans la même zone. C'est-à-dire, on voit beaucoup d'hypocrisie aussi à niveau de ça. Dans les propriétaires publics, on sait aussi que les réseaux clientélaires et finalement les pouvoirs des grands propriétaires est énorme dans les communes rurales, de façon qu'on ne peut pas non plus s'appuyer, disons, sur le respect de la loi. Ça veut dire, c'est complexe, ce n'est pas seulement un terme d'irrationalité, mais aussi que souvent, quand ça te touche dans ton quartier ou quand ça affecte là où tu prends de l'eau, voilà, tu as peur parce que c'est des forces qui sont très puissantes et qui sont hors de la maîtrise des populations, malheureusement. Merci. Moi, je voudrais rajouter deux petites choses. Le premier, c'est qu'il faut s'entourer de profils, par exemple, de psychosociologues. Nous, on travaille avec des psychosociologues qui nous aident à comprendre comment les choses fonctionnent. Mais je voulais aussi partager avec vous qu'on était approchés, en France en particulier, des collègues qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Mais Christine, il faudrait aussi travailler sur l'anxiété des forestiers ». Donc, l'anxiété des forestiers qui font du mieux qu'ils peuvent dans leurs forêts et qui se font agresser par la société, et il y en a qui en souffrent beaucoup, mais le climat aussi change leur forêt et dans certaines régions de France, ils ont plus de travail à faire à collecter le bois mort qu'autre chose. Et donc, il y a aussi peut-être ce sujet à traiter. Enfin, c'est très large, on pourra en parler longtemps et nous faire accompagner, du coup, pourquoi pas aussi avec des psychologues du changement et des profils pareils, quoi. Merci Christine. Ça sera le mot de la fin pour cette première session.